La dernière notion avec laquelle il va falloir travailler dans l'espace, et c'est ce qui va être le plus difficile, c'est les vecteurs de l'espace. Alors, on va voir les définitions et les propriétés de base. En fait, il n'y a rien de nouveau, hein. On retrouve avec les vecteurs de l'espace exactement les mêmes notions qu'on avait vues avec les vecteurs du plan en seconde et en première. Donc, on les reprend rapidement. Je les ai écrites par avance parce qu'il n'y a rien de nouveau. Donc, toujours un vecteur avec les trois caractéristiques, la direction, la norme, pardon, avec les notations bien entendu, la définition d'une translation toujours, t indice u comme ça, c'est la translation de vecteur u, la caractérisation du parallélogramme sous trois formes différentes, toujours à l'aide d'un dessin. Je rappelle que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose, si on en a besoin dans un exercice, on fait un dessin rapidement et on le retrouve et on ne se trompe pas, surtout dans l'ordre des lettres, c'est très très important. La multiplication d'un vecteur par un réel, c'est toujours la même chose avec, attention au niveau du sens, quand si k est positif ou négatif, avec la valeur absolue, donc je ne reviens pas dessus. La collinéarité de vecteurs non plus. U et V sont collinaires, c'est seulement s'ils ont même direction, ça c'est toujours pareil. Et c'est seulement s'il existe un réel K tel que le vecteur V est égal à KU. Il y a quand même des petites variantes et des petites choses qui diffèrent. Ici en particulier, la propriété de collinéarité, on y reviendra plus tard, avec le déterminant que vous avez vu en classe de seconde, c'est-à-dire x, y' moins yx' est égal à 0, n'est pas valable et n'est pas applicable dans l'espace. Donc il faudra prendre uniquement cette propriété-là, cette définition-là, c'est-à-dire qu'il existe K appartenant à R tel que le vecteur V est égal au vecteur KU, c'est-à-dire qu'il y a proportionnalité entre les deux vecteurs. Et on reverra dans le prochain paragraphe comment est-ce qu'on traduit la collinéarité sur un exemple. On retrouve aussi le vecteur nul que j'ai mentionné, j'ai un petit peu précisé parce que je sais par expérience que vous avez toujours quelques difficultés avec le vecteur nul. Donc le vecteur nul, attention, c'est un vecteur qui ne possède qu'une seule caractéristique, sa norme. La norme vaut 0, puisque c'est une distance qui est nulle, donc il est mis par exemple le vecteur AA, c'est le vecteur nul, le vecteur BB, etc., etc. Donc il est représenté par un point. Et le vecteur nul a une particularité, c'est qu'il est collinéaire à tous les autres vecteurs. Donc en fait, il possède toutes les directions. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il possède une direction, parce qu'il les possède toutes. Et donc, voilà, et s'il possède toutes les directions, alors il n'a pas de sens. C'est-à-dire, on ne peut pas définir un sens, puisque un sens est défini sur une direction donnée. Donc, ça ne peut pas fonctionner ici. Donc, voilà pour ces propriétés. Il y a ensuite les propriétés algébriques sur lesquelles vous avez plutôt travaillé en classe de première qu'en classe de seconde. En classe de seconde, on le travaille aussi, mais en fait de façon tout à fait intuitive. C'est quelque chose qui se fait naturellement avec les calculs. La caractérisation du milieu d'un segment, comme pour le parallélogramme, c'est la même chose, on ne l'apprend pas par cœur, on fait un dessin, on sait qu'il y en a trois. Faites attention, ne confondez pas avec la relation de Chasles, c'est quelque chose de bien différent. Et on revient justement à la relation de Chasles. Alors la relation de Chasles, je vais développer un petit peu parce que c'est quelque chose qui n'est pas tellement exploité en classe de seconde et première et qui pose toujours des problèmes à tous les niveaux et il faut savoir la maîtriser. La relation de Chasles, c'est le seul outil dont on dispose pour faire les démonstrations en géométrie pure, donc il est impératif d'arriver à le maîtriser. Quand je parle de géométrie pure, c'est-à-dire sans coordonnées, et elle s'écrit comme ça c'est valable pour tout point M du plan, et c'est ça qui est important, et c'est ça que vous oubliez souvent. C'est pour tout point M du plan, ici, je bien pour tout point M du plan, alors on a le vecteur AB qui est égal au vecteur AM plus le vecteur MB. Autrement dit, si vous le parlez en français, ça veut dire que pour aller du point A au point B, eh bien on peut faire un détour par n'importe quel point que l'on veut. Et bien entendu, on peut faire un détour, ou deux détours, ou trois détours. La seule chose, c'est qu'il faut que les vecteurs restent consécutifs. Si les vecteurs ne sont pas consécutifs, ça ne marche plus. La relation de Chasles se lit dans les deux sens. Il y a le sens de gauche à droite ici, qui est le sens de la décomposition, puisqu'on dit qu'on a décomposé le vecteur AB en le vecteur AM plus le vecteur MB. Et il y a la réduction dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on passe de deux vecteurs pour en obtenir un.
Et donc, voilà, c'est la réduction. Je reviens sur cette histoire de décomposition. C'est ce que vous faisiez naturellement quand vous avez un quadrillage comme ça et que vous faites un vecteur ici et vous dites je vais de 3 vers la droite et de 2 vers le haut. En fait, vous avez fait la relation de Chasles naturellement en décomposant et en donnant en plus les coordonnées du vecteur. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup intuitivement et on ne se rend même pas compte qu'on utilise la relation de Chasles. Alors, un exemple d'utilisation pour bien comprendre et pour voir comment est-ce qu'on l'utilise, parce que je sais que vous ne l'avez pas vu beaucoup. Donc voilà, on prend un tétraèdre, ABCD qui est un tétraèdre, donc une pyramide à base triangulaire. Il n'est pas régulier, c'est-à-dire que le triangle en bas il n'est pas équilatéral, il n'est pas droit, il n'a rien de particulier. Et on a un point M tel que le vecteur AM est égal à 3 fois le vecteur BM plus le vecteur CM. Et la question, c'est qu'on voudrait déterminer les réels x et y tels que le vecteur AM est égal à x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, on va partir de ce qu'on nous donne. On nous dit donc que le vecteur AM est égal à 3 fois le vecteur BM plus le vecteur CM. Et on va utiliser la relation de Chasles. Alors moi, je ne veux pas de vecteur BM et je ne veux pas de vecteur CM. Je veux obtenir à la fin que du vecteur AM et puis que du vecteur AB et que du vecteur AC. Donc on va utiliser la relation de Chasles pour décomposer les vecteurs qui ne nous conviennent pas. Donc le vecteur AM, je le garde parce que j'en ai ici. Par contre, le vecteur BM et le vecteur CM, je n'en veux pas au bout du compte, donc je vais les décomposer. Donc ça va me faire cet équivalent ici à dire que le vecteur AM est égal à 3 fois, et je décompose mon vecteur BM par la relation de Chasles. Donc la décomposition, elle se fait comme ça. Et en fait, ici, je vais rajouter la lettre qui me manque. Et comme je veux du vecteur AM, je suis obligé de mettre ma lettre A ici. Et donc, je suis obligé également de mettre ma lettre A ici pour que ce soit consécutif. Plus le vecteur CM, je le décompose aussi. Donc, ça me fait ici, de la même façon, cette chose-là. Et même chose, je vais prendre donc la lettre A ici. Et donc, la lettre A ici. Ce qui va être équivalent à dire maintenant que le vecteur AM, le vecteur AM est égal, maintenant je vais distribuer, ça me fait 3 fois le vecteur BA, plus 3 fois le vecteur AM, plus le vecteur CA, plus le vecteur AM. Maintenant, je fais passer tous les vecteurs AM de l'autre côté, ça me fait donc le vecteur AM moins 3 fois le vecteur AM moins le vecteur AM est égal à 3 fois le vecteur BA. Et ici, j'ai le vecteur CA. Alors, le vecteur BA, c'est bon, je le garde parce que je veux AB, donc ça ne posera pas de problème. Et le vecteur CA, eh ben, c'est bon aussi, puisque j'ai le vecteur AC ici, donc je mets plus CA. Ça me fait est équivalent à dire, ici, AM moins AM, je vois que ça se simplifie. Ça me fait donc moins 3 fois le vecteur AM, qui est égal à 3 fois le vecteur BA plus le vecteur CA, et ça va me faire donc le vecteur AM qui est égal à 3 sur moins 3, c'est-à-dire que je fais divise par 3 de l'autre côté fois le vecteur BA, plus moins un tiers, enfin ça fait plus moins, puisque je divise par moins 3, donc ici je me retrouve avec un moins 1, donc moins un tiers du vecteur CA. Et on sait que, ici, depuis la classe de seconde, que quand on a un nombre négatif, ça inverse l'ordre des lettres. Alors 3 sur moins 3, ça fait moins 1. Ça nous fait moins le vecteur BA, c'est-à-dire au vecteur AB, plus un tiers du vecteur AC. Et j'ai réussi, grâce à ma relation de Chasles, j'ai réussi à trouver ma valeur de x et de y. Conclusion. Eh bien, j'ai trouvé x qui est égal donc à 1 et y qui est égal à 1 tiers. Et on verra par la suite que en fait, ce x et ce y, ce sont les coordonnées du point M dans le plan ABC. Et donc en fait, ici, notre point M va se trouver dans ce plan-là, dans le plan ABC ici.
Voilà, il va se trouver là-dedans puisque on a pu l'écrire sous cette forme-là. Voilà pour la relation de Chasles. Tous les exemples sur la relation de Chasles sont comme ça. En fait, la difficulté, c'est de savoir choisir le point que l'on va utiliser pour la décomposition. Ici, c'est relativement simple. Il y a des exercices où c'est extrêmement compliqué et où on peut mettre beaucoup de temps. D'autant plus si on n'a pas une vision sur les dessins dans l'espace. Ça peut être une chose qui est d'une difficulté extrême. C'est mon cas d'ailleurs pour la vision dans l'espace. Alors, on a maintenant une propriété. Alors, une nouvelle propriété que l'on n'avait pas dans le plan et que l'on a dans l'espace. Cette propriété va nous poser quand même quelques soucis. On prend cette fois-ci 3 vecteurs de l'espace et on prend A, B, C et D, 4 points de l'espace, tels que on a le vecteur AB égal au vecteur U, le vecteur AC égal au vecteur V et le vecteur AD est égal au vecteur W. C'est-à-dire qu'en fait, on ramène nos 3 vecteurs U, V et W à partir du même point, c'est-à-dire qu'ils ont la même origine. Ça, on savait qu'on pouvait le faire dans le plan avec 2 vecteurs, voire avec 3 vecteurs ou 4 vecteurs, et on peut faire exactement la même chose dans l'espace. Si on a un vecteur, on peut le ramener sur n'importe quel point de l'espace. Et on a cette propriété ici, U, V et W sont coplanaires. Cette notion-là n'existe pas dans le plan, hein, mais elle existe dans l'espace. U, V et W sont coplanaires, c'est seulement si les points A, B, C et D sont coplanaires. Alors, ça c'est une nouvelle notion, on va le voir sur un exemple. Ici, j'ai pris 2 cubes qui sont accolés. Et j'ai mon vecteur U, qui est donc ce vecteur-là, vous voyez, c'est le vecteur IK. Je vais l'écrire à côté. Je vais dire donc que le vecteur U est égal au vecteur IK. J'ai le vecteur V, je ne l'ai pas marqué, le vecteur V, il est ici. Le vecteur V est égal au vecteur BC. Et le vecteur W, on a dit que c'était celui-là, c'est le vecteur DH. Et on voudrait savoir si ces vecteurs sont coplanaires ou pas. Eh bien, tout simplement, je l'ai pris comme ça pour le ramener exactement comme dans la propriété à partir du point A. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? À partir du point A, je vais ramener mon vecteur V. Donc, mon vecteur V, je le retrouve ici. Donc là, j'ai mon vecteur V. Mon vecteur W, si je le ramène à partir du point A, eh bien, je le retrouve là. J'ai mon vecteur W qui est ici. Et enfin, mon vecteur U qui est ici, eh bien, je le retrouve, c'est la diagonale. On est d'accord puisqu'on est dans des cubes, donc ça ne pose pas de souci. Et là, vous voyez bien que j'ai bien mes points A, E. Alors ici, du coup, si je fais ça, le vecteur U, il est égal au vecteur IK, mais il est égal également, donc j'ai dit, le vecteur IK, c'est également le vecteur AH. Le vecteur V, c'est égal au vecteur BC, mais c'est aussi le vecteur AD. Et le vecteur W, c'est le vecteur DH, mais c'est également le vecteur AE. Et comme j'ai le point A, le point H, le point D et le point E sont coplanaires, donc U, V et W aussi. Voilà, ici, on a pris nos 3 vecteurs et on les a ramenés. Alors, évidemment, quand on fait un dessin comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. On n'y voit plus grand-chose au bout. J'aurais peut-être pu prendre un peu plus gros, mais vous pouvez le refaire proprement et vous verrez que ça fonctionne assez bien. Un deuxième exemple qui va être un petit peu plus compliqué. Je suis dans un pavé droit, donc c'est pas un cube, hein, c'est un pavé, donc il y a la longueur qui est différente de la largeur. Et j'ai I et J qui sont les milieux respectifs de GH et de GF. D'accord? Et j'ai donc mon vecteur IJ ici, qui est mon vecteur W, que je n'ai pas marqué, c'est mon vecteur W ici. Et je veux montrer qu'ils sont coplanaires. Donc j'ai ici le vecteur U qui est égal au vecteur DH. J'ai le vecteur V qui est égal au vecteur FD. Et le vecteur W qui est égal au vecteur IJ.
Alors, ici, c'est un petit peu plus compliqué puisque on passe au milieu du pavé, etc., etc. Donc, on va voir, mais on voit que I et J sont les milieux et donc, on va utiliser quand même des propriétés de géométrie que l'on connaît. Et on va prendre ici, on va se placer dans le triangle. Je vais me placer déjà dans le triangle HGF. Dans le triangle HGF. Et bien dans le triangle HGF, je peux dire que la droite IJ est la droite qui passe par les milieux des côtés. La droite qui passe par les milieux des côtés. Et elle est donc ici, elle est donc parallèle au troisième côté. Elle est donc parallèle au troisième côté, c'est-à-dire à la droite HF. Ça, c'est le théorème de la droite des milieux. On a de plus, parce que ce théorème, il nous donne autre chose, on a de plus le vecteur IJ qui est égal à 1 demi du vecteur HF. 1 demi du vecteur HF, ça, c'est le théorème de la droite des milieux. Le théorème de la droite des milieux, vous l'avez vu normalement, théoriquement, au collège, c'est un cas particulier du théorème de Thalès. Cas particulier du théorème de Thalès. Donc vous reverrez ça éventuellement. Donc maintenant, si je reprends mon vecteur, là ici, mon vecteur IJ qui est égal à 1 demi de DF, et donc je peux le remettre à cet endroit-là. Et j'ai donc là de nouveau mon vecteur W qui est ici également. D'accord. Et donc maintenant, eh bien, on voit très bien, ça c'est très visuel en fait, hein, on va le voir visuellement, on voit que mes trois vecteurs, que ce soit celui-là, U, V, pardon, U, ça c'est W, j'écris pas très bien, U, W et V, eh bien, ils sont dans ce plan-là, que je vais passer en couleur, vous voyez, donc j'ai ça, hop, et là, j'ai ce plan ici. Là, j'ai même pas besoin de les ramener à partir de... J'ai même pas besoin de les ramener à partir d'un point, du même point. C'est quelque chose qui est très visuel. Donc, si vous êtes entraîné sur les trucs, sur les vidéos précédentes, sur la visualisation, et bien ici, vous voyez que les trois vecteurs sont dans ce plan ici. Donc, les trois vecteurs, alors on a dit 1 demi de HF, FD et DH sont coplanaires, donc U, V et W. Oh, pardon, donc U, V et W aussi. Voilà, alors c'est un petit peu plus difficile parce que là, il y a un théorème à utiliser avant, c'est le théorème de la droite des milieux, mais ça se fait aussi.